Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Les mots migrateurs. Et ce soir, nous invitons quelqu'un que nous aimons bien, nous, au mot migrateur, Marie-Stéphane Vosgien. Bonsoir Marie-Stéphane. Bonsoir, merci de m'accueillir. Voilà, alors Marie-Stéphane, elle est plein de choses, on va le découvrir ensemble, mais elle est ici ce soir parce que elle vient de... Alors, c'est pas elle qui a édité, mais elle vient de terminer un ouvrage, Entre deux bleus, qui raconte plein de choses, et notamment une grande partie de sa vie qui s'est passée, qui s'est déroulée entre ciel et mer, d'où peut-être d'ailleurs cet entre deux bleus, la vie d'hôtesse de l'air. C'est cela ? Absolument. Entre deux bleus, il y a le bleu de l'océan, effectivement, le bleu du ciel, et il y a aussi les bleus à l'âme, parce que ce métier n'est pas tout à fait l'image d'Épinal qu'on en a, voilà. Pour commencer, on a l'habitude d'essayer d'un peu mieux connaître nos invités. Je faisais un petit clin d'œil dans la conclusion de cette émission sur le fait que Albert Camus et Marie-Stéphane avaient le même pays d'origine, donc tu es né là-bas, comme on dit, en Algérie. Voilà, nous sommes frères de terre natale, voilà, ça s'arrête là, la comparaison. Oui. Oui, effectivement, je suis née, donc j'ai passé 5 années, puisqu'en 59, il y a eu le rapatriement. Mm-hmm. Mais ces 5 années m'ont marqué parce que j'ai eu l'occasion de retourner 54 ans après avec l'association d'ENA qui est œuvrée ici pour aider là-bas. d'ENA d'ailleurs, ça veut dire là-bas. Et donc, je me suis surprise à reconnaître des choses, à retrouver un jardin que je croyais perdu dans le fin fond de ma mémoire, mais il existait toujours. Tu as revu la rue où tu habitais, par exemple ? Non, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à Hydra, mais par contre, je suis allée au cimetière Saint-Eugène, où j'ai retrouvé la chapelle de Paul Bouchard, mon grand-père, où j'ai pu ajouter les cendres de ma maman. Uh-huh. J'ai également trouvé le jardin de l'horloge. Il y avait une grande horloge tout en fleurs qui fonctionnait, et j'ai retrouvé, l'horloge ne fonctionne plus, mais j'ai retrouvé le parterre de fleurs, et ça je l'ai retrouvé à l'instinct. J'ai dit, ça y est, c'est par là. Oui. Et je suis retombée dessus. Donc c'est fou de penser que la mémoire prend des photos sans qu'on sache, et que c'était bien photographié ce jardin, quoi. Et cette chapelle également. J'ai l'impression que toutes les personnes qui ont vécu cette aventure, comment dirais-je, même si toi tu es parti très tôt de là-bas, très jeune, restent de façon indélébile marquées par ça. Il y a un attachement, c'est fou d'ailleurs, parce qu'il y a une guerre fratricide entre les Algériens et les Pieds Noirs qui ne devrait pas exister, parce que moi j'ai vu en allant là-bas, on savait très bien d'où je venais. L'accueil de ces femmes kabyles, berbères, c'était une tendresse, une sororité évidente, quoi. Mm-hmm. Et beaucoup de chaleur humaine, et il n'y a pas cette distinction. On est de là-bas, quoi. Voilà. Bon, on voit quelles sont les racines de Marie-Stéphane, et ça se sent dans sa voix, et ça se sent aussi dans ses yeux. Moi, je suis marqué par tous les gens qui viennent de là-bas, et ils ont des yeux qui voient la mer. Mm-hmm. Et vous avez ça, tous ces gens pieds noirs, c'est magnifique. Un petit peu beaucoup d'études en France. Je crois que tu as été très loin, toi, dans les études littéraires, notamment. Ah oui, moi j'étais partie, j'avais une éducation, maman avait dit, les femmes ne travaillent pas. Voilà, on ne doit pas travailler, un homme qui te prend de chez moi doit être capable de t'entretenir, ma fille. Bon, donc c'était d'un autre, voilà, c'est aussi ce qui reste des Pieds Noirs, c'est une éducation très 19e siècle, qui s'est un peu arrêtée dans le temps. Et donc, j'ai fait ma licence, ma maîtrise, mon DEA et mon doctorat en anglais, en littérature. Alors en anglais, en me spécifiant après, une spécificité sur la littérature et la civilisation noire américaine. Oui. J'ai eu envie de m'intéresser en fait à ces populations, que ce soit la population noire ou la population indienne, celles qui n'ont rien demandé dans la construction de ce pays. Les Indiens qui y étaient déjà et qui ont été laminés. Quand on pense que les gens qui étaient sur le Pilgrim, le bateau,
le Pilgrim Father, je crois, enfin bref, qui sont arrivés les premiers. Ils mouraient du scorbut, ils mouraient. Les Indiens les ont soignés avec les plantes, les ont sauvés. S'ils avaient su. Et après, ils se sont fait massacrer par les mêmes. Voilà, et les Noirs qui ont été importés comme de la marchandise. Voilà, donc c'est les deux populations qui m'intéressaient. Donc en maîtrise, j'ai fait un petit recueil sur l'indianité de la civilisation américaine. Et puis, pour le doctorat, je me suis attaquée à Ernest Gaines, qui était un écrivain de Louisiane qui a beaucoup travaillé justement sur les créoles, les petits blancs, les esclaves noirs, les esclaves libérés, lui-même étant noir, et donc il a fait toute une saga qui est tout à fait attachante et intéressante, quoi. On t'écouterait longtemps parler de tout ça. On sent que c'est encore très présent, alors que ça fait un petit moment que tu es sorti de ce doctorat. Il s'agit d'un doctorat, il me semble. Oui, c'est ça, que j'ai fait avec Michel Fabre, qui était un professeur magnifique à la Sorbonne Nouvelle, un passionné. Alors je sais, moi, que tu as aussi, en plus, une jolie veine poétique, presque. Quand est-ce que ça t'a pris ce goût de l'écriture au sens large? Est-ce que tu as démarré dès ton adolescence, ou c'est quelque chose qui est venu plus tard? À quel moment tu as eu cette envie d'écrire pour être lu, j'ai envie de dire? Enfant, j'avais eu une petite machine à écrire à Noël, et j'étais trop fière. Je pompais largement la comtesse de Ségur pour écrire des petites choses comme ça. Et puis, non, j'ai eu envie de faire des ateliers d'écriture très tôt. J'étais au Tisserand des mots à Paris avec Pierrette Einstein. Et puis après, j'ai rencontré les mots migrateurs avec Philippe Rimbaud. et c'est une sacrée rencontre parce que il y a Carrefour d'auteurs, qui est un lieu où on peut venir avec tout son fatras d'écriture qu'on a fait comme ça dans un petit coin tout seul, et puis les proposer et demander l'avis du groupe réuni. Et moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée avec mes bribes comme ça de petites anecdotes aussi bien cocasses que profondes, que mélancoliques. Et on m'a dit continue, c'est passionnant, on n'a qu'une envie, c'est de boucler les valises et d'aller faire le tour du monde. Et puis c'est vrai. Et puis tu éclaires un côté de l'envers du décor, quelque chose qu'on ne connaît pas de cette hôtesse, voilà, qu'on voit à papier glacé, toujours tiré à 4 épingles, avec un sourire pas crispé, pourtant il doit l'être, puisqu'elle pleure dedans, mais elle sourit quand même. Et voilà, et tu nous éclaires bien l'autre côté de cette petite personne, de cette petite personne qui nous accueille avec un bienvenue à bord, voilà. Avec ton livre, on saura ce qu'il y a derrière ce bienvenue à bord maintenant. Ouais, on va y venir à ce livre Entre deux bleus, mais je fais encore une toute petite parenthèse en arrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton expérience avec les comment elle s'appelait déjà, je suis en train de chercher, les cochonnes, c'est ça? Ton expérience Ricochet. Ah oui, la poésie. Ah oui, ça c'était formidable. J'ai une grande sœur qui est artiste, elle sculpteur, qui fait des bois flottés, et le sujet de son exposition c'était les mots MAUX, les mots MOTS qui donnent des mots MAUX. Oui, bien sûr. Et elle m'a dit, tu vois, en sculpture, ça sort pas vraiment. Donc, est-ce que tu pourrais me faire des petits textes pour mettre en valeur un petit peu mon travail plastique? Donc, je lui dis, écoute, oui. Donc, j'ai fait quelques petits textes sur les mots MOTS qui donnent des mots MAUX. Ça, je connais très bien. Dans ma vie, j'ai bien ressenti ce phénomène. Et puis, le soir du vernissage, elle me dit, c'est formidable. Je dis, ah bon, t'as vendu des choses, etc. Elle me dit, non, mais il y a quelqu'un qui est tombé en arrêt devant tes textes et qui veut que tu en fasses une quarantaine pour en faire un recueil. Voilà, c'est une fille qui s'appelle Solange Rabatel, qui est extraordinaire. Elle est avec 2 copines, elle a créé quelque chose qui s'appelle Les Cochonnes. Alors, c'est tout simplement parce qu'elle cherchait un lieu pour pouvoir pratiquer leur art, et chez le charcutier, il a dit, écoutez, moi j'ai un petit local, je peux vous le prêter,
Et il y avait une grosse tête de cochon en plastique dans ce lieu. Ça leur a plu, elles ont dit allez, on va appeler ça les cochonnes. Et donc elles m'ont édité, voilà, l'association m'a édité. Donc j'ai fait, avec ces fameux mots qui donnent des mots, j'ai fait Ricochet. Et puis ensuite j'en ai fait un autre qui s'appelle Démons de Vénus, avec le jeu de mots sur le monde Vénus et les démons de Vénus. La femme à travers ses histoires d'amour et ses langueurs de Sœur Anne, ne vois-tu rien venir, et puis qui termine en explosion de couleurs, qui se trouve belle enfin dans l'œil du photographe, puisque c'est un recueil qui est illustré d'infographies de Claude Massot qui sont très belles également, et voilà, ça fait un autre petit livre-objet que j'ai eu beaucoup plaisir à faire avec les cochonnes. Oui, et peut-être qu'on peut dire ça malgré tout à l'antenne, c'est que cette expérience-là, elle était triplement importante pour toi, puisque tu as été, sans faire de jeu de mots, jusqu'à te mettre à nu dans cette affaire-là. Oui, je me suis retrouvée modèle de ces images qui sont bien sûr retravaillées avec talent. Oui, ça reste. Et bon, c'est tout simplement parce que j'étais à l'époque avec un homme qui avait une grande fille, Maude, qui, en nous recevant à dîner, a dit papa, est-ce que Claude Massot veut que je pose pour lui, je me sens pas, etc. Donc je l'ai encouragée en lui disant, tu sais, quand on a ton âge et qu'on est bien faite, à 22 ans, c'est formidable d'avoir des images de soi. Voilà, et elle a refusé, mais je lui ai dit, tu sais, moi je regrette énormément, j'ai vécu avec un photographe et qui voulait me croquer comme ça au saut du lit, et j'ai refusé par pudeur, et maintenant je m'en mords les doigts parce que j'aurais des images de moi qui seraient bien passionnantes et bien sympathiques à montrer, et voilà, et elle m'a rappelé en disant, bah écoute, finalement, moi je le fais pas, mais des mannequins, des modèles de 45 ans, ils veulent bien. Et voilà, et je me suis retrouvée modèle, et donc j'ai illustré ces images dans Démons de Vénus. Oui, tu les as illustrées par des mots et par des textes qui sont très, très jolis, enfin, qui apportent beaucoup à... Bah, c'est tout dans l'intime, quoi. Ouais. Tout ce complexe de la femme dans sa nudité, dans le désamour des hommes qu'elle croise, et puis finalement qui se retrouve colorisée, mise en valeur par ce peintre, et qui finalement existe, quoi, et qui dit, ne laisse personne te dire qui tu es. Tu es femme, tu n'es pas rapiécée, Vénus, tu es mosaïque. Eh bien, on va rester avec cette image de la femme mosaïque pour Marie-Stéphane Vogien. Je trouve que ça lui va bien d'ailleurs. Et on va faire une petite pause musicale tout de suite. On en dira quelques mots après de cette pause musicale. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est la voix de Marie-Stéphane Vogien que l'on va entendre maintenant. Et les mots. Et les mots, bien sûr. Moi je suis hôtesse de l'air, je vais de pays en pays, je jongle avec les fuseaux horaires et je m'y perds mal à la vie. Je porte un chiffre, un matricule, un nombre qui me minuscule. Mon uniforme me rétrécit, il me résume, me déprécie. Décalage, jet lag, tête en zigzag, insomnie, les yeux flétris et le cœur aussi. Décalage, jet lag, tête en zigzag, insomnie, les yeux flétris et le cœur aussi. À Rio, je peux pas dormir, la télé blablate un sabir étrange et que je ne comprends pas. Je tourne et retourne dans mes draps. Pour Noël, je suis à Copenhague, le manque des miens me tape au cœur. Je vais le fêter avec mes collègues, ça n'aura pas la même saveur. Décalage, jet lag, tête en zigzag,
encore jouer la comédie, le temps d'arriver à Bali. Je pleure dedans mais je souris, métier d'illusion, minauderie. J'arrive à Sydney, je frétille, mais on reste à l'aéroport. J'achète un boomerang tricolore, pauvre souvenir de pacotille. Décalage, jet lag, tête en zigzag, insomnie, les yeux flétris et le cœur aussi. Je suis passagère de ma vie, lancée aux quatre coins du monde, quand la solitude m'inonde. Les amours de ma vie, mes amis de toujours, les amours de ma vie sont à Paris. Et voilà, nous sommes toujours dans l'émission Les mots migrateurs et ce soir nous accueillons Marie-Stéphane Vosgien, auteure de l'ouvrage Entre deux bleus aux éditions Envolez-moi édition. Marie-Stéphane, on vient d'entendre une chanson qui t'appartient à plein de titres, par les mots, par la voix. En tout cas, avec cette chanson, on rentre bien dans le sujet. Sujet du décalage horaire de l'hôtesse de l'air, car ce bouquin Entre deux bleus, c'est plusieurs choses, mais c'est d'abord un grand témoignage à travers, je dirais, une suite de clins d'œil sur tous tes nombreux voyages et déplacements à travers le monde. Oui, j'ai mis en épigraphe « Quand on vole haut, ceux qui nous voient d'en bas nous pensent tout petits ». C'était pour donner un peu de profondeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette image papier glacé de l'hôtesse. Un petit peu quand même saussotte, un petit peu qui sert des coca dans l'avion et qui débouche les toilettes. Voilà, donc pour lui mettre un petit peu d'âme et d'épaisseur, parce que franchement, elle en a, il n'y a pas que moi, dans mes textes, ça se sent tout de suite. Mmh. Mais voilà, parce qu'entrevoir la misère à la télévision et puis la prendre en plein visage, en plein cœur, au cours des différentes escales en Inde, en Afrique ou en Amérique du Sud, il y a une souffrance, il y a une douleur incommensurable. Et puis effectivement, il faut monter dans l'avion et sourire et faire face au passager qui fait un scandale parce qu'il n'y a pas de Dom Pérignon et que c'est vraiment inadmissible, que la compagnie vraiment... Voilà, avoir envie de lui arracher la tête et, ben non, sourire, faire le grand écart habituel, quoi. Donc je voulais absolument, effectivement, rendre compte de tous ces regards, ces sourires qui sont gravés en moi à jamais et qui me font des clins d'œil de temps en temps quand je laisse ma mémoire battre la campagne. Et cette chanson-là, effectivement, elle est un petit peu... c'est le blues, non pas du businessman, mais le blues de l'hôtesse de l'air, parce que on n'est pas avec les siens autant qu'on voudrait, on loupe des Noëls, on loupe des mariages, on est au loin avec des collègues charmants au demeurant et sympathiques, on fait équipage justement, mais... on est quand même un petit peu dans une grande solitude, quoi, un exil intermittent, comme a dit l'éditeur. Et c'est quelque chose de... Voilà, donc je voulais en rendre compte. J'ai fait une autre chanson qui est beaucoup plus gaie, qui est Voler, rêver, où je dis, moi, mon bureau, il vole. C'est le plus beau bureau du monde. Bah oui, moi, quand je descends... Je prends l'avion comme les gens prennent le métro, mais je descends pas, je change pas à Châtelet pour les Lilas, j'arrive à Tokyo ou j'arrive à Singapour. Et parfois pour repartir pour une autre destination en plus. Hein. Voilà, et on va à Bombay pour aller à Bangkok, donc on se pose à Bombay, mais on reste très peu, on va sur Bangkok. Voilà. Pour rentrer dans l'évasion, est-ce que tu pourrais nous lire un extrait de ton ouvrage et on va vite comprendre de quoi il s'agit au niveau de l'écriture.
Oui, voilà, c'est des émotions, des sensations, c'est une géographie humaine finalement plutôt dont je rends compte. Mhm. Là, nous allons à Hong Kong. Hong Kong est une ville hérissée d'immeubles hauts, très hauts. Il y a plus de gratte-ciel qu'à New York. La population s'y presse, s'y compresse. Ici, tout va vite. Les voitures, les gens, les affaires. Difficile de trouver un endroit zen, le comble en Asie. J'aperçois au loin des bouquets d'arbres, des parterres fleuris. J'entre par une imposante grille en fer forgé. L'atmosphère est paisible. Des bouddhas de pierre veillent. Beaux visages recueillis, sourire intérieur. Dans leurs mains fines, des mangues, des orchidées, offrandes de visiteurs. Des alcôves de marbre se lovent sous les arbres en fleurs. Dans l'une d'elles, une femme assise en tailleur semble pique-niquer. Il y a un cerisier qui ploie au-dessus d'elle. Les feuilles effleurent presque son visage. Des pétales nacrés tombent devant ses yeux comme des larmes. Elle mange un McDo. Elle parle. À qui ? Il n'y a personne près d'elle. Sa voix est douce, un monologue comme une berceuse. Devant elle, la photo d'un jeune enfant, un prénom gravé. Kuan Yin. Elle dépose un autre McDo encore dans sa boîte et une canette de coca. « Tu aimes, dit mon garçon, tu aimes ?» Sa voix se perd, intime. Une poussière de voix. Je me sens en trop. Je me retrouve dans la rue, traverse. Les pneus d'une voiture crissent. Je ne l'avais pas vue. Eh oui. Alors évidemment, ce extrait est un peu dramatique. Il y a plein d'autres, j'ai envie de dire. J'aime bien ton histoire de géographie humaine. Du coup, j'arrive pas à trouver l'équivalent. Oui, il y a beaucoup d'images humaines à travers le monde qu'on retrouve dans cet ouvrage, et certaines sont nettement plus gaies, parfois même très drôles. On Cocasse, rit. cocasse. Cocasse. Bah oui, Qu'est-ce qu'on traverse comme situation quand on est hôtesse de l'air? Oui, bah par exemple, pour les fans d'Eric Clapton, j'ai quand même croisé et son regard et son sourire. C'était un aller-retour Londres. On allait, on venait 3 fois on faisait ce vol dans la journée. En 747, puisque c'était un avion qui était affrété, il y avait beaucoup de passagers, des photographes qui allaient sur Londres. Donc c'était un gros avion. Et puis, je vois passer Eric Clapton, je suis complètement bouleversée, je ne sais pas quoi lui dire, donc je lui dis rien. Et puis, il était en première classe et il y avait personne d'autre, à part un couple de personnes âgées qui étaient montées en chaise roulante, le monsieur. Donc je me dis, je vais aller parler à ce monsieur-là, et comme ça, peut-être qu'il lèvera, il était 2 sièges derrière, il va peut-être lever les yeux, je vais peut-être pouvoir lui faire un sourire, quelque chose. Et donc je vais voir le monsieur plutôt âgé, 90 ans. Et il avait une petite rosette, donc une rosette beige, comme la rosette de Légion d'honneur, mais beige. Donc je lui dis, excusez-moi monsieur, votre rosette là, je ne connais pas sa signification. La dame à côté de lui, pareil, dans les 80 ans, me dit, c'est la rosette des arts et des lettres, mademoiselle. Ah, je dis très bien, et vous êtes en tant que mécène, en tant que... Et la dame se penche et dit, monsieur est Olivier Messiaen. Bon, alors merci mes cours de musique du lycée, merci aussi à ma maman, premier prix conservatoire de piano. Donc Olivier Messiaen, je savais qui c'était, que c'était quand même un monsieur qui avait révolutionné la musique au XXe siècle. Donc je me suis rattrapée aux branches, j'ai dit, parce que qu'en gros je n'osais pas parler à Clapton, mais à lui je lui ai dit, c'est quoi ton pins, quoi, en résumé. Donc je lui ai dit, maître, quel honneur de vous avoir à bord, vous qui avez enjolivé d'une manière merveilleuse la musique du XXe siècle. Et du coup, je suis allée parler à Clapton, quoi. Ah oui, oui, des histoires dans l'avion, il y en a beaucoup. On a terminé la 4e de couvre en écrivant Bienvenue à bord. Et c'est vrai que parcourir l'Entre-deux Bleus de Marie-Stéphane Vosgien, c'est quand même partir avec elle dans beaucoup de destinations différentes, rencontrer des gens de tout style, de tous milieux sociaux, découvrir des pays qui sont dans des systèmes politiques ou ethniques bien différents du nôtre, et tout ça toujours avec beaucoup de finesse. C'est un texte par petites touches.
tu ne dis pas tout, loin de là, dans tes textes, mais il y a tellement à lire entre les lignes. Écoute, merci. C'est effectivement ce que je voulais entre les lignes, qui est un peu des moi, un peu de moi. Oui. Et quand j'ai vu le nom de la maison d'édition, Envolez-moi édition, je me suis dit c'est formidable, quoi, que ce soit cette maison d'édition qui mette en valeur mes textes, qui les édite. Est-ce que parce qu'il y a quand même, je dirais, le grand mérite de ce livre, au-delà du fait qu'on passe un très bon moment à lire, parce que c'est bien écrit, et parce qu'on s'évade beaucoup, et parce qu'on comprend beaucoup de choses aussi. Merci à la sociologue que tu es sans le dire, et en tout cas la bonne observatrice. Mais il y a quand même cette idée importante qui est je veux battre en brèche l'image d'Épinal de l'hôtesse de l'air. L'hôtesse de l'air, c'est pas du tout une poupée dans un avion. C'est une femme qui a de grandes responsabilités déjà par rapport aux gens qui prennent l'avion, mais qui aussi a cette vie complètement démembrée, toujours entre ciel et terre, et comme tu disais tout à l'heure, pas beaucoup chez elle. Voilà, la vie est dissolue, non pas pour l'image, merci Jacques Dutronc d'avoir dit l'hôtesse de l'air, les fesses en l'air, parce que ça c'est quand même vu et revu et rebalancé par les passagers, reimaginé dans certains de leurs sourires. Voilà, elle est dissolue parce qu'en fait, c'est très difficile d'avoir une vie de famille parce qu'on est beaucoup absent. Bon, il y a des collègues qui y arrivent très bien et tant mieux, et qui prennent au contraire ces vols comme des parenthèses enchantées de se retrouver sans responsabilité, sans les 4 enfants à nourrir et à suivre à l'école. Mais pour une femme comme moi, justement, qui n'avait pas créé de famille, très difficile même d'avoir un conjoint, parce que il se met entre parenthèses le temps de mon absence, et je lui disais mais non, c'est ridicule, continue à vivre normalement, puis quand j'arrive, voilà. Et simplement, au fur et à mesure, quand je revenais, j'étais un petit peu pesante, parce qu'évidemment, moi aussi, j'étais en manque d'affection, en manque de présence, de cet amour dont j'avais besoin, quoi. Je l'avais reçu d'une certaine manière de mes passagers, de collègues, parce qu'en fait, c'est pareil, on n'est pas... Bon, ceux qui sont obsédés par une sexualité dépravée, il n'y a pas de souci, ils trouvent leur compte. Mais pour les romantiques et beaucoup plus traditionnels comme moi, il y a une ambiance de collégiens lâchés ensemble, quoi, de blagues, de blagounettes, mais il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout de ce sentiment d'amour dont j'avais besoin, quoi, d'un compagnon, d'enfant, voilà. On mesure bien en lisant ton livre, et notamment certains textes qui en parlent de façon très précise. On mesure bien combien ce métier finalement est aussi difficile, et même parfois comment dirais-je, peut provoquer une certaine mélancolie, se retrouver à l'autre bout du monde en quelques heures, alors qu'on est parti avec un peu de blues. Ça n'arrange pas le blues quand on arrive tout seul à l'hôtel et que il n'y a rien à faire et qu'il faut simplement s'inquiéter de repartir le lendemain, pratiquement. Voilà, et on est comme une volée de moineaux, on rentre dans ce couloir, au revoir, au revoir, au revoir, dors bien, et puis pour peu qu'on ait la chambre la plus éloignée, dans le couloir, on s'aperçoit qu'on rentre tout seul, et puis voilà, on est là avec sa petite valise à roulettes. Ouais. Et on sort une petite photo, on sort un bouquin, on met un peu de désordre dans la chambre pour faire comme si on était en vacances, sauf que ça arrive 5-6 fois par mois, et toujours avec des équipages différents. Ça aussi, les gens pensent qu'on est toujours les mêmes équipages, pas du tout. Nous étions 15 000 quand j'étais encore en activité, et on prenait une poignée de 10-15 personnes pour faire un vol. Et à chaque fois, il faut créer cette sensation comme ça d'amitié. D'abord parce que au niveau sécurité, il faut faire une équipe soudée s'il y a un problème, pour tout de suite réagir comme un seul et même corps. Et puis pour bien sûr se retrouver à se raconter des bêtises, ou à se raconter des choses profondes, à refaire le monde jusqu'à des 3-4 heures du matin. Et voilà, et en fait ce sont des amis. C'est pas superficiel ce que je pensais quand je suis rentrée dans cette boîte. Je me disais ça va être superficiel. Non, c'est des amitiés tronquées, c'est-à-dire que on est intense sur le moment où on est ensemble, puis après on se retrouve 4 ans après, on reprend là où on en était, quoi. Mais moi j'ai eu des choses
incroyable. Je suis rentrée à la suite d'un divorce dans cette compagnie parce qu'il me fallait un salaire et un toit sur la tête. Et je me trimballais avec mon alliance. Je n'arrivais pas à enlever cette alliance. Et c'est une petite collègue dont je me rappelle très bien, Cathy Diebold, qui m'a offert des petits anneaux. Elle avait joué avec mon alliance. Mais pourquoi tu la portes puisque t'es plus... Ben oui, mais bon, je la garde. Il y a son prénom écrit dedans. Ben justement, t'es plus mariée avec lui. Et elle m'a, en fait, à force de jouer avec l'alliance, elle avait pris la taille de mes doigts. Et à Rio, elle m'a acheté plein de petits anneaux colorés en agate, de façon à ce que j'enlève cette alliance. Et ce que j'ai fait, parce que j'ai voulu faire plaisir, dès que je suis arrivée à la maison, j'ai remis mon alliance. Et en fait, ça faisait ridicule et je l'ai enlevé. C'est grâce à cette fille que je n'ai plus porté mon alliance. Je l'aurais peut-être encore aujourd'hui. Donc, il se passe quand même de belles choses dans les avions et au niveau de l'équipage, d'un grand vaisseau que sont ces avions qui traversent les airs. Notre interview arrive à sa fin. Je précise simplement que si vous êtes intéressé par l'ouvrage Entre deux bleus de Marie-Stéphane Vosgien, d'abord vous devez être intéressé parce que c'est un très bon livre. Vous pouvez pour l'instant, parce que la maison d'édition est naissante, envoyer, si vous le souhaitez, un email à l'adresse envolez-moi ENVOLEMOI .édition au pluriel @gmail.com. Marie-Stéphane, bonsoir et merci. Merci à vous et merci de cet accueil. C'était un moment bien agréable que de revisiter toute ma vie comme ça. Merci. Bonsoir à tous. Et voilà, il est bientôt 23h30 à Neuilly-en-Vexin et Serincourt. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à Marie-Stéphane Vosgien, globe-trotteuse du verbe et des émotions, d'avoir répondu à notre invitation. Un coup de chapeau à Damien pour la bonne marche technique de cette 121e édition des mots migrateurs. Et si vous souhaitez nous faire partager vos émotions littéraires, nous proposer vos textes, réagir par rapport au contenu de cette émission, n'hésitez pas à nous écrire par courriel à contact@radio-rgb.net ou à l'adresse mots migrateurs tout au pluriel attaché @gmail.com. Prochain rendez-vous des mots migrateurs, mardi 1er mars à 22h sur les ondes de RGB 99.2 FM. Mots migrateurs, une émission pas comme les autres, animée par Philippe Rimbaud et Marie-Laure Bigan.